les anciennes communautés de communes à fiscalité professionnelle unique bonifiée. Ben, elles auraient, horizon 2025, 350 millions. 350 millions, avec à la fois certains qui sont garantis, d'autres qui sont accrétés. On part de 242. Elles gagnent donc 109 millions. Les communautés de communes à fiscalité professionnelle unique non bonifiées auraient 78 millions alors qu'elles en ont 51, elles gagnent 27 millions. Les communautés de communes à fiscalité professionnelle unique gagnent ensemble 135 millions. Alors, gagnent avec des précautions, progressent de 135 millions. Les communautés de communes à fiscalité additionnelle, elles doublent leur DGF. Vous allez me dire, mais comment c'est possible de doubler la DGF en 7 ans alors que je ne peux pas augmenter depuis 10% par an? D'abord, 10% par an, ça se cumule. Ce n'est pas additif, c'est multiplicatif. Et d'autre part, elles sont très nombreuses à être rebasées à 5 euros. Et donc, en réalité, il y a aussi l'effet des 5 euros dans leur évolution. Et donc, elles doublent leur DGF. Si on va du côté des communautés d'agglo, la progression est de 22 millions. Et si on va du côté des communautés urbaines, stabilité. Et du côté des métropoles, 53 millions de plus. Autrement dit, en volume financier, les 239 millions de progression de la dotation intercommunalité, là je suis net sur la dotation intercommunalité, 239 millions, iraient à hauteur de 135 millions sur les communautés de communes à fiscalité professionnelle unique. Si j'élargis aux communautés à fiscalité additionnelle, à peu près 160 millions, donc 239 millions supplémentaires, 160 millions de tiers sur les communautés de communes et en gros un tiers sur les communautés des territoires les plus urbains. Alors avec une dynamique parce que la garantie dans les communautés de communes est assez faible, donc ça peut que repartir, alors qu'il reste encore beaucoup de communautés qui sont écrêtées à 10%, donc il y a encore un potentiel de croissance. Donc voilà ce que ça donne en répartition. Comment expliquer ça et qu'est-ce qui se passe? Là, vous avez la situation des métropoles. On s'aperçoit que, en gros, 3 métropoles seraient en progression. 3. D'une réforme que l'on annonce péréquatrice. Et je n'ironise pas, parce que l'objectif est péréquateur. On a un critère de péréquation. Et ces métropoles sont Montpellier, Nice et Toulouse, qui ne sont pas, du point de vue du potentiel fiscal, parmi les plus défavorisés. Si vous prenez le cas de Toulouse qui est ici, Toulouse a un potentiel fiscal par habitant de 616 €, là où la moyenne des métropoles est à 594. Comment expliquer qu'une métropole dont le potentiel fiscal est supérieur à la moyenne soit en progression? Eh bien, en réalité, ce sont celles qui ont une forte CRFP qui sont en progression. Pourquoi? Parce que leur DGF de départ est faible au regard de la moyenne. Et donc, même si elles sont plus riches, l'écart aujourd'hui de leur DGF à la moyenne est plus important que l'écart de leur potentiel fiscal à la moyenne, parce qu'elles avaient une forte CRFP. Et donc, naturellement, elles ont une tendance à avoir une DGF qui augmente. Et la CRFP va jouer énormément dans les résultats. Les autres métropoles, quasiment toutes garanties, il n'y en aurait qu'une, la pauvre, qui ne serait pas en garantie, qui serait en baisse, c'est la métropole de Toulon, parce que son CIF n'atteint pas les 33%. Bon, ils savent ce qu'il leur reste à faire. On est donc dans une réforme qui, utilisons le mot, organise, malgré les critères, la forfaitisation, la DGF des métropoles. Mais donc, si la DGF des métropoles est forfaitisée, voire en croissance, ça veut dire qu'elle ne contribue pas à la redistribution des masses. Même chose pour les communautés urbaines. On aurait une communauté urbaine qui, en 2025, aurait sa dotation d'intercommunalité qui aurait progressé de 95% et qui serait encore écrêtée, c'est-à-dire qu'il y a encore un potentiel de croissance. Eh bien, vous ne l'avez pas deviné, mais c'est la plus riche. C'est Dunkerque. Pourquoi? Et je ne mets pas Dunkerque à l'index. Pourquoi? Mais parce que Dunkerque part de zéro aujourd'hui, à cause d'une CRFP extrêmement forte. La CRFP de Dunkerque était de 63,20 € par habitant, là où la moyenne des communautés urbaines est à 32. Donc ils partent de très bas. Ils partent d'un niveau de DGF qui est beaucoup trop bas par rapport à leur situation de communauté avec un potentiel fiscal 3 fois plus fort que la moyenne. Et comme on n'exclut pas au double de la moyenne, eh bien qu'ils ont une DGF de mémoire qui est 6 fois plus faible que la moyenne. Or, elle ne devrait être que de 3 fois inférieure à la moyenne. Eh bien, ils progressent. Et vous avez une seule communauté urbaine qui serait en diminution. Je pense que dans les simulations des GCL,
on donne Poitiers en diminution, ce qui n'est pas notre cas parce que Poitiers, c'est un problème de CIF deuxième année. Hein, et celle qui est en diminution, eh bien, c'est la communauté urbaine de Grand Paris Seine-et-Oise qui conjugue des territoires à la fois riches et d'autres pauvres. C'est quand même Mantes-la-Jolie, hein, c'est pas un territoire. Et elle sera en diminution. Pourquoi? Parce qu'elle part d'un niveau, vous l'avez ici, d'un niveau de CRFP relatif faible. Donc d'une DGF actuellement beaucoup plus forte que ce que justifie l'écart à la moyenne des indicateurs. Et donc c'est elle qui diminue. Mais globalement, métropole et communauté urbaine seraient relativement garanties. Vous avez la situation des agglos, hein, je passe parce que le temps presse. On se retrouverait, et il ne faut pas se tromper sur la lecture, on se retrouverait avec une majeure partie des communautés qui progresseraient en dotation. Vous voyez, ça marche là, le système. 998 communautés progressent sur 1266. Formidable. Là, il n'y a que des contents. Mais attention, la distribution est très très polarisée. C'est-à-dire 86% des communautés de communes à fiscalité professionnelle unique bonifiées progressent. 91% des communautés de communes à fiscalité additionnelle progressent. Ah oui, mais les communautés d'agglo, que 49%. Les CU, qui rentrent dans un système objectivement de forfaitisation, c'est 36% qui sont en progression. Et les métropoles, 50%. Voilà, on arrive à ça. Ça veut dire que les progressions sont concentrées dans les communautés de communes. Ce qui n'est pas surprenant aussi, c'est de voir que, par exemple, pour les communautés d'agglo, un tiers serait en diminution. Ce qui est un taux record par rapport aux autres catégories. Mais pourquoi? Les communautés de communes progressent. Les métropoles et les CU, tendance à la forfaitisation. Il faut bien qu'il y en ait un qui paye. Et bien celui qui paye, en moyenne, c'est les communautés d'agglo. Qui sont d'un côté prises par la pression qu'exerce sur l'enveloppe les communautés de communes, qui vont avoir tendance à augmenter, et d'autre part par le fait que cette pression ne pèsera assez peu sur les communautés urbaines et métropoles parce qu'elles bénéficient de garanties. D'où l'importance aussi d'être sûr d'avoir 30 millions de plus par an. Parce qu'attention, on verra ce que ça donne sinon. Voilà les différents cas sur la garantie. Alors maintenant, on va quand même prendre le contre-pied de ce que je viens de vous dire. Ou plutôt l'amplifier. Parce que si vous reprenez les communautés de communes, tout à l'heure, je disais, elles gagnaient 164 millions. Ah oui, mais elles baissent en dotation de compensation, parce qu'elles financent aussi. Oui, mais elles baissent pour 92 millions, donc elles ont un gain de 71 millions. Les métropoles gagnent 53 millions. Ah oui, mais elles financent la baisse de dotation de compensation à hauteur de 362 millions. Donc elles perdent 309. Comment expliquer que globalement, on perd 472 millions? C'est ce qui part pour financer la DSU-DSR. Quand même une question qui est posée aujourd'hui, de savoir s'il faut maintenir les transferts financiers DSU-DSR par la dotation de compensation des EPCI. Une question qui est, à mon avis, posée. Donc, voilà les résultats, y compris dotation de compensation. Ce qui veut dire que si on réintègre la dotation de compensation dans l'équilibre, alors là, l'effet favorable aux communautés de communes à fiscalité additionnelle est massif. Pourquoi? Parce qu'elles gagnent un peu en dotation d'intercommunalité, mais surtout, elles n'ont pas de dotation de compensation, donc elles ne payent pas. Et ça fait un gain potentiel de 7 € habitants horizon 2025 pour les communautés de communes à fiscalité additionnelle, de l'ordre de 2 € pour les communautés de communes à fiscalité bonifiée, et une perte de 8,40 € et de 15,71 € pour les métropoles, qui est la contribution des grands EPCI urbains à la progression de la DSU-DSR. Est-ce qu'il n'y a pas à réfléchir aussi, au vu de ces résultats, sur un point d'équilibre entre d'un côté la progression de la dotation d'intercommunalité des communautés de communes et de l'autre la progression de la dotation de solidarité rurale? Je n'ai pas, posant la question, je ne tranche pas le débat, mais je me demande si quand même il ne faudrait pas regarder en détail. Alors comment analyser les résultats? On a des résultats qui vont apparaître paradoxaux, et comme le temps avance, j'en conclurai là-dessus, je vous laisserai découvrir les scénarios de test qu'on a fait, je vous en montrerai la conclusion. Eh bien, si on regarde les progressions, je dis parfois les gains, en réalité c'est les progressions de dotation intercommunalité par strate de potentiel fiscal. Eh bien, il y a une catégorie qui gagne 9 € habitants. Ce sont les EPCI qui ont un potentiel fiscal entre 1,75 fois la moyenne nationale
est 2 fois la moyenne nationale. Autrement dit, il est plus riche. Il est plus riche. Mais c'est logique. Pourquoi? Mais parce qu'ils avaient potentiellement une forte contribution au redressement des finances publiques et donc une DGF de départ sous-dimensionnée par rapport à des systèmes de critères. Et puis vous apercevez que ceux qui ont entre 50 et 75% de moyenne, c'est-à-dire qui sont entre 2 fois plus pauvres que la moyenne et 1,5 fois, on va le dire comme ça, eh bien ils gagnent 2,71 €, ils progressent de 2,71 € alors que la progression de l'enveloppe est de 3,04 €. Donc le résultat est contre-péréquateur. La progression de la dotation d'intercommunalité qui résulte de la réforme est contre-péréquatrice. Quand on regarde par rapport au CIF, alors là, évidemment, la distribution est parfaite. Mais vous vous rappelez tout à l'heure, dans le point de départ, c'était sur le CIF qu'il y avait la moins mauvaise corrélation dans la DGF de départ. Et puis on avait un effet CIF par catégorie. Rappelez-vous les rémunérations par point de CIF. Par niveau de revenu à habitant, eh bien, ça ne fonctionne pas non plus. Hein? C'est-à-dire, c'est plutôt, vous voyez là, on a des territoires où l'EPCI, tout le territoire, a un revenu par habitant 2 fois supérieur à la moyenne et qui gagne, qui progresse en moyenne, ces EPCI-là, de 5 € habitant, alors que quand il est à la moyenne, on a soit 27 centimes, soit 3 €. Donc, ce n'est pas distribué pareil. Par contre, on a un effet de boost majeur sur les EPCI à revenus très faibles. Pourquoi? Parce que le revenu joue quand même sur la moitié de la répartition de la dotation de péréquation et que ces EPCI à revenus très faibles ne sont pas forcément des EPCI à potentiel fiscal faible. Et donc, ça corrige complètement l'effet d'indicateur précédent. Je passe par niveau de CIF, voilà. Et regardez, eh bien, on s'aperçoit quand même que le gain, il est assez bien distribué par tranche de contribution au redressement des finances publiques acquittées. Vous voyez ici, les EPCI qui avaient moins de 10 € de CRFP, ben, leur DGF baisse. Et ceux qui avaient plus de 40 € de CRFP, ben, leur DGF augmente plus vite, 2 fois plus vite que la moyenne. Pourquoi? Mais parce qu'en partant de la dotation d'intercommunalité après CRFP, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ben, une mutualisation des CRFP. Et qui explique les résultats que l'on obtient. On a donc un processus de mutualisation des CRFP qui conduit à ce type de résultats.